Mesdames et messieurs, bonjour. En direct, en public, à l'occasion de Connex 2017, on va parler d'un sujet clé qui fait, j'allais dire rêver, mais pas rêver, non. En général, quand on parle d'omnicanal, c'est souvent compliqué. Mais quand on rajoute à la logique d'omnicanal, eh bien, la problématique des multi-enseignes, je sais que beaucoup de gens s'arrachent les cheveux. Alors on a de la chance parce que nos invités, ils ont encore les leurs. Ils ont donc sûrement trouvé des solutions opérationnelles. On va partager avec eux leur regard. Multi-enseigne, omnicanalité, à la tribune, Éric Bourriaud, Benoît Fazillot. Éric Bourriaud, bonjour. Vous êtes directeur du commerce connecté du groupe Beaumanoir. Un gros parcours sur le sujet. Vous étiez chez Marionneau, vous avez développé l'e-commerce. Et là, vous arrivez dans le groupe Beaumanoir sur cette problématique. Bonjour à tous. Donc effectivement, on peut me qualifier de dinosaure ou de papy du web, puisque j'ai lancé mon premier site au XXe siècle, en 1999. Donc oui, j'ai un grand parcours dans le e-commerce, et j'adore ça. Et le e-commerce s'est beaucoup transformé ces 20 dernières années. Donc oui, directeur, webmaster au début. Voilà, webmaster pour commencer, c'est chez Marionneau, quoi. Et puis petit à petit, j'ai évolué dans pas mal de grands groupes. Il y a une petite pause là, qui est pas dite dans mon CV, mais effectivement, j'ai monté ma propre agence web pour accompagner des grandes entreprises dans l'amélioration de leur performance e-commerce ou dans la mise en place d'équipes ou surtout dans le rapprochement web-magasin ou comment le web n'est pas un gros méchant loup qui va manger les points de vente. Il y a 10 ans, vous rejoignez le groupe Beaumanoir. Alors là, ça devient sérieux. On n'est plus dans le webmaster qui bricole son site. C'est du lourd. C'est un groupe mondial. Retour d'expérience. Ouais. Donc effectivement, il y a 10 ans, je rejoins ce groupe que je ne connaissais pas. Des marques Cache-Cache, Bonobo, Bréal, Morgan, Scottage qui m'étaient inconnus, puisque des marques plutôt de mode féminine. Et puis, il y avait tout à faire. Et puis, avec Solusquare, on s'est lancé dans l'aventure il y a 10 ans. Et puis aujourd'hui, et même très vite, dès la première année, évidemment, les sites en ligne sont devenus le premier chiffre d'affaires de la marque. Tout de suite, on s'est lancé dans le click and collect, mais on va en reparler. Dès le premier jour. Voilà. Direct. Dès le premier même jour, direct. Et puis, aujourd'hui, on a rajouté la e-réservation, l'extension de gamme. On a réglé quasiment le problème entre les affiliés franchisés et succursales. Ils se plaignent même plus, les mecs. Presque plus. Presque plus. Il y a encore des vieux dinosaures qui se plaignent encore un petit peu. Mais globalement, ils ont compris et on leur a prouvé que 78% du trafic qui arrivait sur le site retournait sur le point de vente dans les 8 jours qui suivaient la visite. Voilà. Ça a été très long à faire passer comme message, mais ça passe. Avec un bon dashboard, on arrive toujours à réconcilier les gens de bonne volonté. Merci d'être avec nous en tout cas. Donc à vos côtés, Benoît, bonjour, Benoît Fazillot, bienvenue à la tribune de Connext, président, cofondateur de Solusquare. Présentation. Et une aventure qui a commencé il y a un peu plus de 17 ans. 15 ans, pardon. Un petit peu plus, puisqu'en fait, Solusquare, c'est un spin-off d'un site marchand qui s'appelait Cluster.com, pareil, du siècle dernier, qui a été racheté successivement par Top Achat, par Rue du Commerce et maintenant donc par Carrefour, qui a disparu avec le temps, qui s'est transformé en marque pendant une période. Et en fait, en 2003, on s'est mis en indépendance de Cluster. On a racheté les technologies qu'on avait développées, qui sont essentiellement un ERP destiné à la gestion du commerce électronique. Un ERP auquel on a greffé toute une dimension omnicanal, donc toute la partie site marchand et tout ce qui va être extension en magasin, dans l'idée de faire communiquer tout cet écosystème. Ok, allez, on a un gros travail. Je vois que les tweets se font même en direct, c'est cool. Alors, on y va, comprendre les nouveaux usages de consommation. On va essayer première question pour Benoît. Aujourd'hui, nous en sommes à un stade où le consommateur s'adapte aux nouveaux modes de consommation. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? Les modes de consommation, alors je ne sais pas si on peut changer ou... Oui, alors il faut peut-être pointer vers la base. Apparemment, c'est un peu technique, semble-t-il. Okay. Voilà, c'est ça. Les nouveaux usages de consommation, en fait, c'est des comportements qui évoluent en permanence. L'internaute, autrefois, était confronté à certaines choses qui étaient le monocanal, où on avait du site internet, et puis après on avait les fameux mortards, donc les magasins physiques. Et aujourd'hui, on se retrouve qu'une grande partie des acheteurs qui viennent en magasin
ils ont le réflexe de prendre leur mobile pour regarder, pour comparer les prix. Ils ont un comportement qui est physique et virtuel en même temps. Le fameux figital. Le figital, et chacun a la possibilité de l'interpréter, de le comprendre et de le vivre à sa façon. Et notre rôle, justement, en tant qu'éditeur ou en tant que site marchand, ça va être d'essayer de comprendre ce comportement intellectuel, comprendre cette démarche pour essayer de fournir le maximum de connexion et de compréhension pour transformer ça en acte d'achat. Eric, on s'est croisés plusieurs fois, à plusieurs occasions. En 18 ans de e-commerce, vous avez vraiment une vision assez complète de l'évolution. Comment ces changements sont perçus par les marchands actuellement ? Ça va de mieux en mieux. Comme je le disais tout à l'heure, ça va de mieux en mieux. Même si on ne comprend pas encore tout, même si on n'analyse pas tout, c'est vrai que l'apparition, le renforcement, l'utilisation permanente du mobile, y compris à l'intérieur du magasin, a tout changé. À tel point que nous, en octobre 2016, sur Cache-Cache, qui est la plus grosse marque du groupe, le trafic mobile a dépassé le trafic desktop. Donc on est passé sur il y a eu ce croisement. Et aujourd'hui, ce qui semblait être pour les commerçants un concurrent direct, parce qu'en fait, ils avaient une vision d'Internet. Internet fait des promos, et c'est vrai, on est promophile. Et moi, j'ai une marge sur le web qui est un peu inférieure à ce qui est en magasin, parce qu'on se permet certaines opérations de nuit ou le dimanche. Et si on ne le fait pas, ce sont nos concurrents qui vont le faire, donc on y va. Mais aujourd'hui, notamment via la CRM, via les SMS, via les DMP, via de la géolocalisation du point de vente, grâce à Internet, on récolte beaucoup de data et on redonne ces data sous forme d'opérations commerciales au point de vente. Donc on a réussi surtout à chiffrer ce chiffre d'affaires additionnel apporté grâce aux technologies embarquées dans le web. Et là, on est au-delà du e-commerce, on est comment le web devient un outil qui va nous permettre de récolter de la donnée qu'on va réutiliser dans une démarche omnicanale, qu'elle soit pure e-com ou magasin. Et surtout, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que le client omnicanal est le meilleur client. C'est pas celui qui est monocanal, c'est pas celui qui achète en magasin, c'est pas celui qui achète que sur le e-commerce, c'est celui qui va dans les deux. Et ça, c'est ce qu'on fait tous. Plus j'ai de canaux, plus j'achète. Voilà, plus j'ai de canaux, plus j'achète. J'ai un panier moyen supérieur, un indice de vente supérieur, récence, fréquence, montant. Tous les indicateurs sont en vert sur le client multicanal. Donc, les marchands et nous, nos affiliés, qui sont quelque part nos clients, c'est-à-dire qu'on a 50% du parc qui est une succursale, 50% des affiliés, il y a quelques années, moi je me rappelle, j'ai fait le roadshow avec Monsieur Beaumanoir pour dire on se lance dans le e-commerce. Ça a été des volets de bois vert où on a été, pas traité de tous les noms, mais en disant voilà, on allait tuer le petit commerce. On a dès le début lancé le click and collect en disant voilà, on offre la livraison en point de vente et en plus dans le colis, on va rajouter un voucher qui va permettre d'avoir une remise sur l'achat direct, mais que en point de vente. Ça a un petit peu calmé les esprits. Le voucher n'a pas été utilisé, mais on a pu avancer. Voilà. Merci. Alors, multicanal, on en parle depuis longtemps. Cross-canal, c'est des mots que tout le monde a en bouche. Omnicanal, c'est aussi un thème. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales, Benoît ? Il y a des différences qui sont essentielles. Le multicanal, c'est ce qu'on a vécu au tout début de l'Internet, c'est-à-dire qu'on avait des magasins d'un côté et puis on avait quelque chose de nouveau qui arrivait, c'était Internet, c'était les connexions relativement lentes, c'était les premiers magasins en ligne. Enfin, il y en a qui s'en souviennent peut-être, mais... Il y a eu un pernoël.fr, il y a eu des Cdiscount qui se sont montés, il y a eu des rues du commerce qui étaient des pure players. Et puis un jour, on s'est dit, il y a peut-être un moyen de faire une convergence entre les deux. Donc c'est là où on a commencé à travailler sur le click and collect. Nous, on l'a commencé dans le début des années 2000, en 2001, avec les premiers clients. Et là, on est arrivé dans l'ère du cross-canal. Le cross-canal, c'est quoi ? C'est faire rencontrer les clients dans le monde physique, avec le monde virtuel, mais sans créer de connexion sur la durée. C'est juste des points de connexion, ça va être la livraison, ça va être des traitements particuliers, etc. Et ça, c'est le modèle qui a perduré pendant à peu près une dizaine d'années. Et maintenant, on voit l'émergence de ce qu'on appelle l'omnicanal. Alors l'omnicanal, c'est la convergence du physique, du virtuel. Et ça commence le matin au réveil et ça se termine le soir
quand on s'endort. Qu'est-ce qui se passe entre le matin quand on se réveille et puis le soir quand on s'endort? Je crois qu'il y a un trait d'union qui reste le fil rouge de tout le monde. Ah, Voilà, le voici à l'écran. Simplement, voilà comment nous on le schématise. C'est des études qu'on a fait avec notre centre de gestion de la relation client, où en fait on se rend compte que c'est des cycles. Le matin, ça va être l'information, la recherche. Principalement, c'est-à-dire que le matin, on va aller chercher de l'information, on va écouter les radios, on va écouter les médias, on va entendre de la publicité, on va voir de la publicité, on va avoir un besoin produit qui va se créer. Donc ça, c'est la première chose. Parce que quand on se lève, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend son smartphone, on regarde ses messages. La deuxième, ça va être la recherche. On va commencer pendant le café à dire, tiens, ce produit-là m'intéresse. Est-ce que je vais pouvoir le trouver sur Internet? Ou est-ce que je vais pouvoir le trouver pas loin de chez moi? On va aller travailler généralement et vers midi pendant la pause déjeuner, et là on va se dire, bon ouais, ce produit m'intéresse, j'aimerais bien l'avoir. Et ça, c'est la phase de décision. Ouais, c'est assez clair. Sur le tableau, on voit qu'en plus ça se chevauche parfois, mais pas tout le temps. C'est oui, intéressant, ça dépend simplement de l'âge et de la catégorie socio-professionnelle. Voilà. En fonction du profil du client, ça va être des moments un peu décalés dans la journée. Je vous ai coupé information, recherche, décision, les deux autres phases, pareil. Et évidemment, achat. la comparaison qui est la phase la plus longue. Parce que aujourd'hui, on est avec un smartphone, on peut aller voir dans les magasins, on peut voir les produits, et dans l'acte d'achat, la décision elle va tenir de la comparaison du prix du produit, de la qualité du produit et de la disponibilité du produit. Et c'est là où l'omnicanalité est importante, c'est-à-dire que moi, quand je prends mon smartphone et que je cherche un produit en particulier, l'information que je voudrais, c'est le produit, il est disponible à 5 minutes de mon travail. Si je vais le chercher, il peut être irréservé et je peux aller le chercher dans un quart d'heure. Ça c'est très important. Et ça va beaucoup jouer sur la décision de la dernière étape de l'acte d'achat. Une fois qu'on a comparé, qu'on sait quel produit ou qui, on va pouvoir procéder à l'achat. Eric, les enjeux de cette omnicanalité, donc c'est apparemment une vraie réalité. À titre personnel, c'est quoi? Est-ce que c'est un enjeu majeur dans le contexte économique actuel et futur? Évidemment, c'est un enjeu majeur aujourd'hui en fonction de l'heure d'envoi d'une campagne, de l'heure d'envoi des SMS, les horaires d'ouverture des points de vente, des saisons, des régions. On va essayer d'adapter notre message, et plus on le cible, plus on les feint, plus on augmente le taux de transformation entre le média et l'achat. Heureusement, la phase de comparaison parfois n'existe pas pour nous, puisqu'on a des achats impulsifs. On essaye aussi, parce qu'on est dans la mode, en général, voilà, on compare pas. On se lâche. Oui, c'est ça. On va pas comparer deux pulls, mais c'est vrai qu'on va aller comparer un Zara avec un Mango, avec un Cache-Cache, avec un Bershka, avec voilà, toutes les marques. On dit toujours le concurrent est à un clic, et ça on le sait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus qu'avant, 20% de notre chiffre d'affaires est basé sur notre travail autour de la base CRM. Et quand je parle de 20%, avant je le disais facilement pour le web, maintenant je peux le dire aussi facilement pour les magasins. C'est très clair. On avance, peut-être Benoît, SoluSquare, c'est un projet qui a débuté avec la réalisation de la partie back-office. Donc au départ, c'était pour ajouter peut-être du service, notamment chez Clust.com. Et en 15 ans, la solution a un petit peu évolué pour répondre aux besoins des clients. Alors c'est quoi l'ADN de la solution? Mais ça colle avec quel besoin de marché finalement? Alors, au début, Clust, c'était un site de vente en achat groupé, donc on se met à plusieurs pour acheter des produits moins chers. Ça, c'était une vaine promesse, puisque malgré la pléthore de sites qui proposaient ce genre de choses, la réalité derrière était beaucoup plus simple. On affichait des nombres d'acheteurs supérieurs à la réalité pour arriver à un prix convenable pour le client. Mais ça reste de la négociation client-fournisseur. Donc très vite, on est passé sur le modèle d'achat très traditionnel. La particularité de Clust, c'était que c'était du high-tech sur de produits qui étaient quand même à forte rotation. Donc on a vite rencontré des problématiques de sourcing, de gestion de stock, des problématiques de pure gestion. Et début 2001, quand moi j'ai intégré la société,
Il y avait à l'époque un effectif qui était d'à peu près 65 personnes pour 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc les investisseurs à l'époque étaient là. Ils n'ont pas insisté. Non, on était bien avant l'explosion de la bulle Voilà. Internet. Donc il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient là qui croyaient dans ce modèle. Et on a conçu avec mon équipe qui est toujours présente puisque c'est mes collaborateurs aujourd'hui. On a mis en place un back-office qu'on a conçu, une gestion commerciale qu'on a conçue, destinée à traiter de toutes les problématiques de gestion d'un site marchand. Alors, c'est issu, pour moi, de 15 ans d'expérience dans la gestion commerciale et la supply chain. Et donc, pour maîtriser tous ces flux, on a mis en place une solution qui couvre. Oui, parce tous les qu'avec besoins. Close, c'était presque un mouton à 5 pattes qu'il fallait pour gérer cette problématique spécifique. Et donc, en remontant sur du tradi, c'était évidemment. Bien sûr. Et Quand on fait 20 ventes par jour, ça pose pas trop de soucis. On peut gérer. Alors évidemment, 65 personnes pour 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas réaliste. Quand en 2003, Clust a été revendu à Top Achat, c'est simple, on était passé à plus de 1000 ventes par jour et l'effectif était passé de 65 à 35 personnes. Ouais, voilà. Avec un vrai Par contre, modèle. le chiffre d'affaires est passé de 1,5 à 30 millions d'euros. C'est plutôt des ratios qui plaisent en général aux investisseurs. Et c'est des ratios qui ont plaît à l'acheteur, principalement. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on a évolué en 15 ans, puisqu'on a fait beaucoup évoluer la plateforme sur 3 axes, vendre, gérer et connecter. Vendre sur toute la partie omnicanalité, donc que ce soit du site marchand, que ce soit du web responsive ou des tablettes magasins, de l'extension de gamme, la e-réservation et toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver très classiquement. Et la partie gérée, qui est notre back-office, qui nous permet de gérer l'intégralité d'une activité. On a encore des clients aujourd'hui qui ne gèrent leur activité qu'avec du SoluSquare. De l'achat à l'expédition, de la gestion de commandes et tout ce qui va dedans. Et puis la dernière partie, c'est surtout le connecteur qu'on a toujours conservé, qui est une grande force puisque c'est un ETL complet qui nous permet aujourd'hui de nous interfacer avec n'importe quel système d'information et à quelque niveau que ce soit. Donc, tous les ERP classiques et même les plus exotiques. SAP, JD Edwards, on a des clients qui sont encore COBOL ou en GAP sur AS400 avec du transfert par FTP de fichiers plats. Et ça va parler aux geeks. Ouais. Mais la plupart des êtres humains ici présents sont déjà égarés, mais on voit bien. On a aussi 98 web services pour communiquer sur des technos modernes. Voilà. Donc, ok, alors ça c'est pour la partie plateforme. Donc la plateforme, elle doit être extrêmement agile, j'imagine, ouverte et connectée. Eric, c'est vrai que le groupe Beaumanoir, le textile, c'est quand même pas c'est un domaine qui a vraiment beaucoup souffert en Europe, son ensemble. Et dans cet océan de naufrage, le groupe Beaumanoir, c'est quand même une sacrée réussite. Et vous, dans cette réussite, vous avez été vraiment au cœur de la digitalisation du groupe. Allez, c'est la séquence confidence, ça sortira pas de cette salle et puis du Facebook Live actuel. C'est quoi vos secrets ? C'est de douter. Le secret, c'est de douter. C'est le test and learn, c'est l'agilité, c'est la rapidité. C'est aussi des fois se dire on y va, on teste et puis on verra. C'est ça, c'est la force de la conviction sans forcément faire des études de marché avant. C'est peut-être ça aussi. Alors peut-être c'est issu d'une période un peu cow-boy où on lançait des sites sans faire des grosses études. Mais aujourd'hui encore, voilà, on essaye de garder cet esprit. On fait de l'A/B testing en permanence. On a de la chance d'avoir 5 sites, d'avoir des affiliés, des franchisés, des succursales, d'avoir un incubateur web à l'intérieur de nous. On a la chance d'avoir des gens qui nous suivent. Une bonne idée sur un des sites, elle est assez vite diffusée. Exactement. Et on en a en permanence. Avec SoluSquare, on lance des tests tout le temps. On va rajouter le Amazon Pay dans quelques jours. Le juge de paix, c'est la plateforme, c'est SoluSquare qui permet justement, quand il y a une bonne bonne le idée juge de paix, vite, c'est le client. C'est le client, toujours le client. C'est l'A/B testing. La plateforme est fournie. C'est lui le patron. Voilà, c'est ça. Après, notre capacité, c'est avoir peut-être internalisé certaines fonctions, la photo de bout en bout, la DMP qu'on a su prendre en main dès le début. Après, on s'est planté. On a fait des écrans connectés en magasin, ça marchait pas. On a fait des t-shirts personnalisés en ligne, ça marche pas. Voilà, on apprend de nos erreurs. Oui. La souplesse de la plateforme permet justement cette agilité parce qu'on travaille depuis pas mal d'années avec Eric sur un cycle qui est faire, essayer, refaire, échouer, recommencer. Et la force justement du groupe Beaumanoir et d'Eric, c'est
c'est de tenter, de déployer rapidement, de voir, de caler, de réessayer. Et puis, si on se trompe, c'est pas grave. Bon, Eric est modeste parce que bon, il nous dit je doute. Il nous a parlé de tous ses échecs. Et en parlant un peu des succès, Click and Collect, ça a été quand même une première fonction, je crois, déployée, en y ajoutant l'échange, le remboursement en magasin. Quel a été, par exemple, très concrètement l'apport aux enseignes de ces services-là? Parce que ça, c'est pour le coup une belle réussite. En chiffre d'affaires additionnel? Oui, l'apport général, bénéfice. L'apport général, ça a été, malheureusement, vous avez vu, il y a Mime qui a fermé. Moi, je les ai bien connus, j'ai travaillé pour eux. On a la Halo Chaussures qui a fermé. On a beaucoup de sites de prêt-à-porter qui ont fermé et qui se sont fait absorber par des grosses marques comme Primark qui sont arrivées sur le segment petit prix, qui ont pris beaucoup de marques. Il y a Amazon, Mode, qui cartonne. Et qui aujourd'hui les pure players sont des vrais concurrents pour nous. Donc ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le groupe Beaumanoir, c'est un groupe sain financièrement, qui n'a pas de dette, qui ne licencie pas. Je ne vais pas dire qu'on a été augmenté tous les ans, c'est pas vrai. Pendant 3 ans, il y a eu gel des salaires, gel des embauches. Mais là, par exemple, en ce moment, sur cette saison-ci, on a fait un très bon mois de septembre, on a fait un très bon début d'année 2017. Tout le monde a eu sa prime. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de prime parce que le chiffre d'affaires était paralysé, les objectifs n'étaient pas réalisés. Mais voilà, c'est qu'on s'en sort bien, on tient la barque. Monsieur Beaumanoir était une personne qui, je pense, est quelqu'un de courageux et de rationnel. Il a su fermer les magasins, rouvrir d'autres en fonction des zones de chalandise qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas. Et puis nous, sur la partie digitale, il nous a donné des moyens. Il nous a fait confiance, il nous a laissé nous planter. Et puis on se sent bien dans cette entreprise, ce qui fait qu'on a envie d'avancer, de continuer. Benoît, on aborde souvent l'omnicanalité par une problématique technique. Il faut communiquer les environnements qui sont généralement, le fameux multiplateforme, multicanaux, etc. Des environnements qui sont généralement peu étanches, peu communicants. Vous, comment vous les abordez, ces problématiques ? Généralement, la communication de systèmes d'information, c'est une problématique qui est constante dans toutes les entreprises. Alors là, par exemple, on a le cas de la e-réservation. Les réservations, on a une problématique supplémentaire, c'est le stock du magasin. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que l'informatique, ça ne solutionne pas tout. Il y a une partie humaine aussi. Donc aujourd'hui, moi, quand je l'ai fait il y a 3 semaines, j'ai voulu commander une paire de chaussures dans une enseigne française. Il y avait de la e-réservation, c'était à même pas 500 mètres des bureaux. Je me suis dit parfait, donc disponible, je fais la e-réservation. Et puis 2h30 après, je reçois le mail de confirmation qui me dit désolé, le produit n'est pas disponible. Ouais. Ça s'arrête là. Ça énerve un peu. Ça crée de la frustration et ça crée une friction qui n'est pas nécessaire. C'est pour ça que quand on conçoit, nous, l'organisation de cette omnicanalité, et il y a un peu de musique à côté. Oui, en musique. Quand on conçoit cette omnicanalité, on prend toujours la dimension humaine. Et il ne faut pas oublier que c'est un client physique qui va acheter un produit. Donc, il faut éviter la friction. Donc, au travers des processus qu'on va mettre en œuvre, qui vont être... Alors, la communication de système d'information, c'est très simple. C'est que des problématiques techniques. Et ça, on les résout toujours de façon très simple, beaucoup plus simple. On se pose beaucoup de questions. On va beaucoup se dire c'est un problème, mais on va passer moins de temps à trouver la solution en fait. Et nous, on a aujourd'hui plus de 600 interfaces qui tournent en temps réel avec tous les systèmes d'information. C'est un métier. Et derrière, la composante humaine, elle va, dans ce cas de l'e-réservation par exemple, elle va commencer à rentrer en ligne de compte. Quand le magasin ne va pas répondre dans le quart d'heure, on va avoir, nous, au niveau de nos services, quelqu'un qui va appeler le magasin pour lui dire est-ce que vous avez bien le produit en stock? Et puis là, on va commencer à prendre en charge le client final. Parce que si le produit n'est pas disponible dans le magasin, ou s'il n'a pas la qualité suffisante pour être vendu, ça peut arriver aussi, eh ben, on va regarder dans les magasins aux alentours. S'il n'y a pas sur le stock central, on va préparer une commande pour le livrer chez lui. Et là, on va appeler le client et on va enlever la frustration, on va enlever la friction. Et on va lui dire, vous pouvez aller le chercher au magasin qui est là. Sinon, si vous voulez, je vais vous le livrer chez vous et puis on va envoyer un SMS au client avec un lien pour payer. Voilà, ça c'est de l'omnicanalité, c'est de garder cette dimension humaine et elle est clé. Hein. On voit bien la garder la technique. Eric, ouais, je voulais juste me donner on a parlé rapidement du click and collect avant, ce qui est donc j'achète sur internet et je vais chercher en magasin. Mais c'est vrai qu'avec la e-réservation qu'on a démarré il y a 2 ans et demi, 3 ans. Oui, 3 ans maintenant. 3 ans.
voilà, là on atteint autre chose, c'est je réserve sur le site et je paye en point de vente. Et donc pour beaucoup de personnes qui avaient encore un peu peur de payer en direct, ou surtout qui voulaient échanger sur place, ça a été fantastique. Chez Beaumanoir, on est assez fier d'avoir un taux de retour très faible. C'est-à-dire que j'ai un taux de retour qui est inférieur à 13%, alors que les acteurs du marché sont plutôt aux alentours de 20%. Et je fais tout pour garder ce taux de retour le plus bas possible. Mais pourquoi? Parce que j'ai une IRESA qui, elle, je regarde mes chiffres, parce que je ne les connais pas tous, ça progresse fort. Ma IRESA, elle est en progression entre printemps-été et printemps-été. Entre 2016 et 2017, j'ai fait 98% de progression de la e-réservation. C'est-à-dire ce produit est sollicité par les clients. Ça fonctionne évidemment quand on a un maillage de magasins qui est important. Si j'ai 2 magasins dans toute la France, c'est moins bon. Nous, on a de la chance d'avoir un gros maillage. Et la prochaine étape, ça, je ne l'ai même pas dit à Benoît encore, c'est qu'on va livrer du cache-cache. On va livrer du cache-cache dans les magasins Bonobo. On va livrer du cache-cache dans les magasins Morgan. C'est-à-dire se servir de tous les magasins comme d'un relais logistique. Et c'est ça l'avenir. Et l'étape d'après, Benoît, on a parlé. Je te rassure, ça prendra 2 heures chez nous pour le faire. Benoît, on en a parlé un tout petit peu, c'est se servir du stock point de vente pour livrer les clients. C'est-à-dire que le produit ne partira plus de l'entrepôt vers le point de vente ou de l'entrepôt vers le domicile. Il partira du point de vente dans lequel il reste du stock ou dans le point de vente dans lequel nous souhaitons qu'il n'y ait plus de stock vers le client au plus proche. Donc, on va baisser le temps de livraison et on va redonner encore du chiffre au point de vente. L'idée, c'est de faire disparaître complètement le PNL e-commerce pour réattribuer tout le chiffre d'affaires à tous les points de vente. Et là, ça sera fini de la guerre web versus magasin. Autre thématique, Eric, puisque vous avez le micro, gardez-le 2 secondes pour nous parler de votre retour d'expérience sur les tablettes magasins. Je crois qu'elles sont apparues dans le groupe en 2012 sur l'enseigne Bréal, si mes infos sont les bonnes. Et puis aujourd'hui, c'est carrément la majorité des enseignes. Quels sont les retours d'expérience autour de cette utilisation omnicanal? Je suis peut-être pas le mieux placé pour répondre parce que c'est pas un sujet que j'ai complètement suivi. Aujourd'hui, ça a encore besoin d'être accompagné. La prise en main n'est pas forcément facile pour tout le monde. Les magasins sont parfois dans des grosses cages de Faraday, dans des centres commerciaux où on a des problèmes de connectivité. Et là, c'est de la mécanique, mais parfois ça passe pas. Mais quand c'est bien utilisé, eh bien, ça génère des chiffres d'affaires additionnels, ça génère des ventes additionnelles. On est plus rapide avec le client, on s'en sort mieux. Mais là, il y a il y a encore des efforts à fournir. La technologie n'a pas terminé. Alors la technologie est en mouvement, effectivement. Justement, en parlant de techno un petit peu auquel on ne pense pas toujours, vous avez intégré Amazon Pay aux tablettes magasins, alors que Amazon Pay n'est pas un mode, pas encore peut-être en tout cas, n'est pas un mode de paiement magasin. Pourquoi ? Pour éviter les frustrations, tout simplement. Aujourd'hui, comme disait Eric, alors les tablettes extension de gamme, c'est quoi? C'est simplement pouvoir, quand je vais dans le magasin, le produit n'est pas disponible dans la taille ou la couleur que je souhaite. C'est hyper frustrant de se dire, monsieur, on ne l'a pas. La tablette extension de gamme, elle va permettre de l'avoir. Elle va permettre de réapprovisionner le magasin en moins de 48 heures et puis de créer un contact avec le client, en lui envoyant un SMS pour lui dire venez essayer le produit. Et puis pour enlever toutes les frustrations, pourquoi pas dire vous voulez directement payer, vous pouvez payer avec votre carte bancaire dans le magasin, mais aussi avec Amazon Pay, puisque aujourd'hui Amazon, il y a 300 millions de comptes clients Amazon actifs et il y en a 22 millions qui utilisent Amazon Pay. C'est une progression de 10 millions par an. Alors, ça va aller très vite. Rien qu'en France, ça démarre très très fort, puisqu'ils ont démarré au mois de mars l'activité. Aujourd'hui, ils ont Nature et Découverte. Ils ont des compagnies européennes, même d'aviation, qui l'utilisent. Et nous, on a souhaité le déployer très rapidement. Donc, on l'a mis sur notre système de template de site marchand. Et on l'a mis sur les tablettes extension de gamme et sur les tablettes magasins, de telle façon à ce que l'internaute qui va commencer une e-réservation directement de chez lui, puisse finaliser son paiement directement sur la tablette avec de l'Amazon Pay. Et c'est simple, Amazon Pay, login, mot de passe, vous vous connectez, vous choisissez votre moyen de paiement et vous validez, c'est payé, vous pouvez sortir du magasin. On a du très très opérationnel. Benoît, justement, vous êtes éditeur, donc la solution SoluSquare. Vous parliez tout à l'heure d'humain. On met le consommateur au centre de la démarche retail. Alors on se dit c'est des mots. Concrètement, comment ça se... Je pense que nos invités, ils ont des systèmes d'information, ils ont des plans d'action marketing à bâtir. Très concrètement, ça se traduit comment ?
Alors, c'est justement ce que je disais, relier le consommateur final au système d'information et à la boutique et au magasin. Et on a imaginé quelque chose avec quelques années avec un parfumeur qui était de dire, vous avez la capacité de créer des parfums directement dans vos magasins. C'est très intéressant, mais pourquoi pas occuper vos magasins pendant les heures creuses en créant des workshops de création, des ateliers de création de parfums. Et cette idée a été reprise, déployée. Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas citer l'enseigne, mais ils ont à peu près 17 salles de cours de création de parfums. Et ce sont des bus entiers qui viennent pour apprendre à créer du parfum. Donc ils font ça pendant 2-3 heures. Et ils repartent avec leur petit parfum. Et nous, on a transformé ça en système de workshop. Et typiquement, dans un point de vente où vous allez avoir des après-midi qui vont pas être occupés parce que les clients sont en train de travailler, les clientes généralement, créez à ce moment-là un atelier très simple. Vous dites tel jour, à telle heure, je vais inviter telle typologie de clientes à se rassembler pour venir chez moi, pour un relooking, pour du maquillage et puis pour de l'essayage. Et vous allez créer une émulation et vous allez créer de la vente directement mais ça va se faire de votre site internet. Ça part du besoin client et la technique est qu'un moyen. Autre exemple qui est assez étonnant, vous avez intégré au sein du groupe une solution de relation client, mais spécialement dédiée au traitement de l'omnicanalité. Ouais. C'est original. Pourquoi ? Parce que nos clients sont des enseignes et des marques et ils n'ont pas l'habitude de s'adresser au client final. Ils ont l'habitude de s'adresser à des affiliés, à des directeurs de magasins, mais pas à la cliente en elle-même. Donc en 2012, on a pris le pari avec d'ailleurs le groupe Beaumanoir de leur proposer un service d'accompagnement pour les aider à gérer la relation client par une équipe de collaboratrices qui sont formées à la solution, qui sont des spécialistes vraiment de la gestion de la relation client et dans un seul objectif, c'est un objectif de qualité de fidélisation. Et dès le départ, la partie omnicanal a été traitée par notre centre de gestion de la relation client parce que dans la réservation, il va falloir à un moment créer ce contact humain quand on va vouloir éviter la friction. Pareil pour l'extension de gamme. Le client, on lui envoie un SMS pour lui dire « Venez essayer votre produit ». C'est bien, mais si dans les 24 heures, le client ne s'est pas manifesté, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne va pas venir? Qu'est-ce que va faire le magasin de ce produit? Est-ce qu'il doit le mettre en stock pour le vendre ou alors est-ce qu'il doit en faire autre chose? Et là, on va l'appeler et on va finaliser cette vente. Et en fidélisant le client, en finalisant cette vente, on arrive à obtenir des taux de transformation qui sont largement supérieurs. L'humain et l'outil à la demande 100% flexible. En gros, c'est ça l'idée. Benoît, l'environnement informatique d'un groupe comme Beaumanoir est quand même naturellement complexe. Des marques, des enseignes, des pays, etc. Alors, on aurait pu se dire chaque enseigne va développer sa web stratégie, il va y avoir l'émulation, que sais-je. Vous avez vraiment pris le parti pris de gérer les flux des différents sites marchands avec une seule plateforme. Pourquoi? Comment vous avez abordé cette difficulté technologique? Eric, c'était plus simple, tout simplement. C'était plus simple. Les flux, Benoît en a pas mal parlé, c'est quelque chose de très important dans nos métiers. Là, on a pris la solution de la facilité. C'était plus simple de tout interfacer sur la même plateforme. Moins de temps, donc moins d'interlocuteurs. Voilà. Quand on a des problèmes chez eux, on s'engueule avec un interlocuteur. J'ai pas 3 interlocuteurs, donc ça va beaucoup plus vite. On résout les problèmes plus vite. Voilà, c'est un choix de la simplification. Donc simplification pour gérer la complexité. Ouais, tout simplement. Même question, Benoît. La fiabilité de la donnée, principalement. C'est notre première problématique, c'est pour que le client soit content. Il faut lui donner de l'information qui est juste, qui est pertinente. Donc le fait de s'interfacer en temps réel ou alors de trouver des palliatifs justement quand on n'est pas capable d'avoir de l'interface en temps réel puisqu'on est face à des systèmes d'information qui ne sont pas forcément disponibles, c'était de gérer, vraiment de mettre cette couche de gestion de données au-dessus et notre connecteur et notre traducteur permettent justement de gérer tous ces flux. Alors la difficulté dans l'écosystème du groupe Beaumanoir, c'est qu'entre 2007 et 2017, les systèmes ont beaucoup évolué. Ils sont passés de Storeland à United Retail, mais ça ne s'est pas fait en un jour, ça ne s'est pas fait sur toutes les enseignes en même temps. Il y a encore du Storeland aujourd'hui sur certaines enseignes. On cadence. Donc il a fallu avoir un système où vous avez un back-office, donc un outil de gestion commun, unique, qui communique avec plusieurs systèmes d'information de la même nature mais différents.
Et pour ça, on a mis en place tout dans l'idée d'avoir une donnée qui est pacifiée, qui est centralisée et qui aujourd'hui est servie à l'ensemble des services omnicanaux. Vous avez tout vécu en disant... je voulais juste rajouter qu'il y a un socle commun, qui est un socle d'architecture logistique, informatique et autres. Mais nous, pour les équipes de e-shop manager, il y a bien, enfin, les équipes e-commerce, il y en a bien une par marque. Et la force d'avoir un seul outil, c'est que toutes les semaines, moi j'ai une réunion hebdomadaire avec tous mes e-shop managers de toutes les marques et ils s'échangent des best practices de marque en marque. Néanmoins, et si vous allez sur les sites du groupe, ils ne se ressemblent pas. Bon, modulo, header, footer, il y a des choses qui sont pareilles, mais il n'y en a aucun qui a le même look and feel. Et pourtant, derrière, c'est la même techno, les mêmes services, les mêmes, quand je parle de services, c'est click and collect, Iresa, tout ça, on a embarqué. C'est le même niveau d'omnicanalité. Voilà, quand on va embarquer Amazon Pay prochainement, pour l'instant, c'est que cache-cache, et on va le déployer pour tout le reste, après, si les résultats sont bons. Et au-delà Benoît, de ça, il est sûr de lui, moi je doute encore. Au-delà de ça, on en reparlera, j'espère, sur un prochain plateau. Hein. Ouais, au-delà de ça, je donnerai des chiffres s'il le faut. C'est la même plateforme qui va permettre de gérer des montres avec Icewatch ou des appareils photo numériques avec Olympus ou du B2B avec Xerox. C'est le fait. Bien sûr, c'est des canaux. Il faut, voilà, on ne C'est sait exactement. pas quand le canal arrive. Ça peut être aussi un plus de le produire au début. En 10 ans d'omnicanalité, j'allais poser la question, Benoît. Vous avez un peu tout connu avec le groupe Baumann. Alors, ce sera ma dernière question de pré-conclusion. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience avant de laisser la parole à nos invités, hein, bien sûr. Une formidable aventure et un formidable laboratoire d'expérience où on a pu vraiment déployer toute la créativité qu'on avait sur notre R&D. À chaque fois qu'on a développé une nouvelle fonctionnalité, on a trouvé l'écho sur le groupe Manoir pour pouvoir la déployer et la mettre en fonction rapidement. Et c'est surtout ça, l'avantage du groupe Beaumanoir, c'est qu'ils ont une grande expérience en termes IT et en termes organisationnels, mais aussi en termes métiers. Ils savent où ils veulent aller, ils savent comment ils veulent aller, et ils ont une réactivité qui nous a permis vraiment de déployer facilement et rapidement. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais il y a des choses qui ont fonctionné et qui nous ont permis d'améliorer sur un laboratoire. Beaumanoir a toujours été un laboratoire d'idées, d'internes, externes, ou qui venaient de SoluSquare, où on a pu vraiment appréhender et développer l'omnicanalité. Alors nous, on est un petit peu plus loin que le groupe Beaumanoir, puisqu'on traite d'autres problématiques que le retail textile. Mais il y a aussi des choses transferts de bonnes pratiques, j'imagine. Ok, merci pour cette analyse, merci pour ce retour d'expérience. Ma dernière, j'ai encore 2-3 questions s'il nous reste du temps, mais je vais laisser évidemment la priorité. Notre hôtesse, vous pouvez déjà lui faire signe pour demander le micro. J'ai une dernière question pour Eric avant les échanges avec la salle, en espérant qu'il soit construit et nourri. Eric, le futur, c'est déjà demain. Vous travaillez, je crois, sur un projet de livraison à partir du magasin. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques petites confidences sur ce projet ? Ouais, ça s'appelle One Stock. One Stock Beyond. Donc One Stock, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure. Donc les pilotes ont déjà commencé. On livre déjà à partir des points de vente. Et on va même aller plus loin puisqu'on va livrer à partir des points de vente, mais avec un personal shopper, c'est-à-dire que c'est une conseillère de vente qui se rendra au domicile de la personne. Et ça, c'est un autre projet qui s'appelle WeCom, un peu complexe au lancement. Ça fonctionne pas hyper bien au début, je dis les choses, mais on a de bon espoir que l'expérience client sera tellement bonne que le bouche à oreille fonctionnera et puis qu'on va continuer à déployer ce service. Vous voyez, c'est toujours pour le client, on proche du client. Si le client nous demande un type de livraison, on doit pouvoir lui fournir. Voilà. Eh ben merci pour cet éclairage. Un point à rajouter ou peut-être tout de suite une question, si vous voulez bien avoir la gentillesse de vous présenter. Oui, bonjour. Merci pour toutes ces informations. Eric Pestel, Lucadoc. Je voulais que vous reveniez plutôt sur la mise en application dans les points de vente de toutes ces technologies. Je voulais savoir comment vous avez accompagné vos équipes et notamment si vous avez... donc, on a vu que tous les services étaient pas forcément au même rythme, mais avaient été mis en application dans toutes les enseignes.
Mais comment vous avez géré la différence de relation client qu'il doit y avoir d'une enseigne à l'autre? Vous parliez de look and feel pour les sites, mais c'est plutôt là dans le magasin le type d'atmosphère ou de type de relation client. Est-ce que finalement vous traitez, ou vos équipes de vente traitent l'application des technologies et des services différemment d'une enseigne à l'autre? Non, je ne pense pas qu'on les traite d'une manière différente. C'est toujours pareil. C'est un bon accueil et l'assurance pour le client d'avoir une réponse quand il ressort du point de vente. Après, avec 2000 points de vente, je ne vais pas vous dire que l'accueil est parfait partout. Et ça, on le mesure toutes les semaines. On a des scorings qui s'appellent le NPS qui nous permettent de voir si... puis on a des remontées via Facebook, on a des remontées via le service client. Enfin, je veux dire, quand un magasin dérape, je peux vous dire qu'on le sait assez vite. Hein. Les clients, nous... On râle suffisamment en France, et on est connu pour ça, pour que la prestation de service soit la meilleure. Donc oui, c'est passé par de la formation, de l'accompagnement en point de vente, des magasins pilotes. On sait qu'on connaît notre réseau, on sait qu'il y a des magasins, dès qu'on leur apporte une nouveauté, ils décollent. Ils marchent, donc on va prendre ces magasins-là. Si ça marche chez eux, on se dit qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Qu'est-ce que vous avez besoin comme support de formation? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous accompagne, qu'on vienne sur le magasin, que vous soyez formé au siège, etc. Voilà, on s'adapte en fonction de la problématique. Après, on essaye que tout soit fait sur une seule interface. Tout à l'heure, on en parlait, dire que tout doit être sur la caisse. Il ne faut pas qu'il y ait 150 000 onglets. Il y a un onglet IRESA, un onglet Click and Collect et un onglet réception des commandes. Et tout se fait avec la douchette. La douchette lit des codes barres et puis tout ça remonte en information. Le jour où la douchette ne fonctionne plus, là, il y a d'autres problèmes. Benoît, rapidement, il y a une autre question qui doit suivre et il nous reste 4 minutes pour l'émission. Benoît. Alors, je voulais intervenir, c'est bon, tout a été dit du coup. Allez, tout de suite, une autre question, si vous voulez bien avoir la gentillesse de vous présenter. Rapidement, bonjour, Bertrand Linière, je suis consultant en RH. Vous avez parlé beaucoup d'omnicanalité, mais très axé web to store. Je voulais savoir ce que vous aviez aujourd'hui mis en place en store to web. Et deuxième question, est-ce que vous avez mis en place des choses, tout ce qui tourne autour de l'identification des clients en point de vente? On parle beaucoup d'e-beacon, de techno, d'ultrasons qui déclenchent les applis en point de vente. Je voulais savoir un peu où vous en étiez. Alors, je sais que ça draine du trafic, du physique au web. Bon, peut-être pour les franchisés, c'est pas forcément à dire, mais en tout cas, technologiquement, est-ce que vous réfléchissez à des sujets autour de ça? Eric, Benoît. Alors, pour la réponse à la question du store to web, il y a moins de choses que web to store, évidemment. Store to web, c'est de la visibilité des noms de domaine présents en arrière-caisse, en vitrine, en prospectus, à l'intérieur du point de vente. Des PLV dynamiques où on représente et on reparle de ces services omnicanaux, IRESA, Click and Collect, extension de gamme. Donc il y a des panneaux dans les magasins pour expliquer tout ça. Et nos forces de vente, notamment, quand il n'y a pas une taille, ils disent pas de problème madame, pas de problème monsieur, nous pouvons vous commander le produit. Vous pouvez très bien aller sur Internet et vérifier vous-même s'il y a du stock là. Donc on incite, je souhaiterais, je ne suis pas sûr que ça soit fait tout le temps, je souhaiterais que toutes les forces de vente incitent à aller pousser les sites Internet. On a demandé lors de la dernière convention à ce que toutes nos forces de vente téléchargent l'appli. On a lancé les applis, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on a lancé les applis de mobile. Toutes les forces de vente ne l'avaient pas. Voilà. C'est comment accompagner toutes ces ressources humaines à faire ça. Et puis, puisque vous êtes un homme de ressources humaines, on a aussi incentivé les forces de vente. On a donné des primes pour ceux qui avaient les meilleurs taux d'acceptation de l'extension de gamme et de la RSA, puisqu'il y a des magasins qui sont à 100% de taux d'acceptation et il y a des magasins qui sont à 50% de taux d'acceptation d'une IRESA. Et donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui n'a pas pu être servie pour une raison qu'on ne connaît pas forcément, parce que normalement, si on a fait appel à ce magasin, c'est qu'il y avait du stock. Donc si le magasin ne répond pas, c'est qu'il y a un problème de ressources humaines, pas assez de personnel, qu'il y a une différence entre le stock virtuel et le stock réel, ou des choses comme ça. Donc après, c'est aux responsables régionaux d'aller vérifier pourquoi sur ce magasin, il y a un taux d'acceptation qui est différent d'un autre. 14h14, il nous reste une minute. Allez, 30 secondes de conclusion. Benoît? Juste, le Store to Web, il y a aussi évidemment un programme de fidélité qui est assez puissant chez le groupe Beaumanoir, où vous avez la possibilité, et en ligne et sur les applications mobiles, d'utiliser vos points de fidélité. Donc il y a ça. Après, dans le groupe, ils ont déjà les équipements pour faire demain du Beacons. Maintenant, c'est des projets qui sont assez longs à déployer et
à des volumes et à des échelles qui sont très importantes. Ouais, on n'est pas trop fan des Ubicon, on a pu faire quelques tests, c'est pas... On a plus envie d'aller sur de la fidélité. On a lancé simplement notre programme de fidélité n'a démarré que l'année dernière. Donc c'est le programme Vibes, il a 1 an. On avait fait de la fidélité sans avoir un programme. On avait fait de la fidélisation. Aujourd'hui, on a un programme multi-enseigne, programme Vibes, et c'est ce qui aujourd'hui nous permet de faire l'identification client dans le point de vente et aussi via les DMP. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir assisté nombreux à l'enregistrement de cette émission. Merci à vous qui nous suivez également nombreux sur le Facebook Live. À très bientôt à l'antenne de Connext. Merci. Merci.